Bonjour, je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Hello, me voici, je suis de retour. Ceux qui sont sur la chaîne savent pourquoi ça a un peu de temps pour que je revienne. Je préparais cette fameuse série que nous allons aborder. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, c'est parti. Alors, comme vous l'avez vu, on va aborder une thématique qui est très particulière. Ce que nos histoires familiales nous lèguent. Alors, vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que vous avez hérité de votre histoire familiale? Est-ce que vous savez que tout être humain porte des héritages transgénérationnels, c'est-à-dire qui passent à travers les générations, et des héritages surtout d'un point de vue psychologique, émotionnel, on va dire psycho-affectif, et ça peut renvoyer dans ce cas à des aspects, des choses plutôt agréables, positives, et qu'on va porter d'une génération à une autre, des aptitudes particulières, des façons d'être. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler, aujourd'hui et les prochaines fois, nous parlerons des choses plutôt désagréables, les choses, on va dire, négatives, ce qu'on appelle plus communément des blessures, des souffrances, des traumatismes, en tout cas des choses qui ont généré des stress chez quelqu'un, ces choses-là ont été difficilement intégrées par le cerveau de ces personnes-là. Donc, pour tout est intégré, ça veut dire que c'était tellement envahissant, c'est que ça a laissé des marques. Pour faire très simplement dans l'explication, c'est ce qui amène au traumatisme. Et ces choses-là, comme je vous disais, ont laissé des marques chez la personne, mais ces mêmes marques-là, ces traces-là vont pouvoir, il est possible qu'on retrouve des traces, des conséquences chez les descendants, en fait, chez ceux qui vont venir après dans les générations suivantes. Alors, ce sujet-là me semble vraiment crucial. Et comme je le disais sur la chaîne de WhatsApp, c'est un sujet que je voulais aborder quand j'ai créé ce podcast-là. C'était mon premier thème, avec d'autres thèmes qui viendront justement après cette série-là. C'était ce que je voulais partager essentiellement, en tout cas premièrement avec vous, mais j'ai pris le temps avant pour pouvoir préparer. Ça me semble crucial parce que je pense qu'il est important que chacune puisse avoir l'opportunité de faire le point, d'entamer une réflexion, une introspection, et pour avancer, pour cheminer. Alors, je répète quelque chose que j'ai déjà dit, ce podcast n'a pas de visée thérapeutique, c'est-à-dire que ça peut participer, mais en tout cas, ça ne remplace pas une thérapie. Et c'est pourquoi, durant cette série en particulier, je ne vais pas vous donner de solutions. Je sais que ça va frustrer certaines personnes, mais je suis vraiment là pour vous informer, pour vous transmettre de l'information, afin que vous puissiez connaître cela, être au courant, pouvoir prendre ça en compte dans votre cheminement. D'ailleurs, il y a un verset que j'utilise assez régulièrement dans le milieu chrétien, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et j'aimerais pas que Dieu, déjà premièrement, me dise, tu avais une connaissance, qu'est-ce que tu en as fait? Et deuxièmement, j'aimerais pas que par manque de connaissance, vous périssiez. Je suis cash, mais vous verrez au cours de notre échange, à travers les 3 podcasts qui vont traiter ce thème-là, que c'est vraiment une question de vie ou de mort éternelle. Et comme je parle à des chrétiens, c'est pour ça que j'ajoute cela, je suis un peu solennelle, mais je prends vraiment à cœur cette mission, ces informations-là qui sont importantes.
pour le cheminement de tout être humain, et notamment tout chrétien. Alors, ce ne seront pas des sujets confortables, ce seront même désagréables, mais je vous encourage à ne pas laisser, à peut-être aller à votre rythme, mais ne rejetez pas. Prenez le temps de cheminer avec ces informations-là. Et voilà, retenez que c'est de la psychoéducation. Donc, on va dire que c'est de l'éducation sur des sujets concernant la psychologie et que ma démarche, elle est essentiellement préventive. Alors, la question de la transmission transgénérationnelle et des autres sujets que nous allons aborder est pour moi salutaire. Et parce que des choses, des traits de caractère, des façons d'être, des fois des choses qui font partie de notre identité selon nous, qui sont finalement issues directement de souffrances, de traumatismes, de stress. Alors des fois on est conscient de choses qu'on a vécues soi-même, mais on n'est pas toujours consciente de choses, enfin que ça pourrait venir de choses qu'ont vécu nos ancêtres. C'est pour ça qu'on va prendre le temps d'en parler. Parce que si on a des traits de caractère désagréables, qui ne sont pas top quoi, il me semble qu'on ne pourra pas bénéficier du salut. Alors, si ces choses-là viennent de traumatismes, et notamment de choses qui remontent dans notre lignée familiale, il est peut-être important d'aller s'y intéresser pour être transformé en connaissance de cause. Et j'irai plus loin, ça influence des notions importantes de notre parcours de chrétien. Normalement, tout chrétien connaît ces notions que je vais lister là, en tout cas exprimer. La repentance. La repentance, en gros, c'est le fait de reconnaître ses fautes, de les regretter sincèrement et de décider de changer de comportement. Quand on fait un travail sur soi, et notamment de thérapie, ça rencontre la notion de repentance quand on est chrétien. Parce qu'il y a des choses qu'on va devoir reconnaître. Parfois, on paie des conséquences, certes, mais quand même, il y a des choses qui nous appartiennent. Faire un travail sur soi, et notamment s'intéresser à nos histoires, l'histoire de nos lignées familiales, et ce que nos histoires familiales nous ont légué, ça rentre aussi dans la notion de conversion, c'est-à-dire le fait de changer intérieurement en se tournant vers Dieu et en adoptant une nouvelle manière de vivre. Et pour finir, tout cela se lie au processus de sanctification. Ce processus par lequel une personne sera progressivement transformée pour devenir plus conforme à la volonté de Dieu. Donc vous verrez normalement avec ce que je vais vous proposer que c'est aussi un aspect à considérer quand on veut être des êtres qui sont repentants, qui se repentent, quand on veut être converti et quand on veut évoluer dans son processus de sanctification. Maintenant, la grande question, qu'est-ce que la transmission transgénérationnelle, on va dire des traumatismes, des souffrances? Qu'est-ce que c'est? En fait, on sous-entend que c'est la transmission de traumatismes, de comportements, de croyances, de façon de penser ou réaction, de transmission émotionnelle d'une génération à la suivante ou sur plusieurs générations. Parce que en réalité, le transgénérationnel, c'est vraiment à travers plusieurs générations et l'intergénérationnel, c'est plutôt entre deux générations proches. Par exemple, votre maman, votre papa et vous-même. Ok, transgénérationnel, ça passe déjà à vos grands-parents et même vos arrière-grands-parents. Alors, qu'est-ce qui se transmet et comment ça se transmet? Alors, de façon visible, qu'est-ce qui se transmet? Ce sont les comportements, les façons de penser
et les façons de réagir. C'est vraiment le côté émotionnel, ce qui concerne l'affectif et les sentiments. Et comment ça se transmet d'une génération à une autre et sur plusieurs générations? En général, ça se fait par intériorisation, par identification. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que je répète, on va dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. En tout cas, c'est ce que j'ai pu, ce que j'ai imprégné. Ok? Donc, il y a cette façon, je pense, qui est assez évidente. On sait comment les choses peuvent se transmettre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de ces comportements, de ces façons de penser, de façons de réagir, de ressentir, sont initialement déjà causés par le vécu, un événement vécu plutôt par un ancêtre, quelqu'un dans notre lignée avant vous. Donc, quelque chose de stressant, une souffrance, un traumatisme, et qui l'aura conduit à développer une certaine façon de penser, une certaine façon d'agir, une certaine façon de ressentir. Donc, quand on parle d'événements, de situations, ça peut être les décès, notamment les décès brutaux, les grossesses arrêtées, ce qu'on appelle plus communément les fausses couches, mais on évite maintenant d'utiliser cette appellation. Par exemple, quelqu'un qui a connu la stérilité, les violences, les accidents, les maladies, la maltraitance, et ça peut être plus, comment dire ça, sociétal, par exemple les guerres, les famines, peut aussi être un contexte conflictuel dans une famille, etc., etc. Et je vous laisse déjà par rapport à vos propres vécus, essayer de voir à quoi ça peut correspondre en général, ce type d'événement-là qui marque qui marque un être humain. Et au-delà du fait que ça se transmet par, on va dire entre guillemets, mimétisme, c'est-à-dire ce qu'on a vu, on l'intègre, puis on fait comme on a vu, comme on a entendu, ça va plus loin. Les chercheurs, les scientifiques ont vu qu'il y a des traces biologiques qui restent au niveau de la personne qui est concernée pour ces événements traumatiques-là, ces blessures, ces gros stress, ces souffrances. Et ce sont ces traces biologiques-là qui influencent aussi les émotions, les pensées et les comportements. Et la science qui s'intéresse à ça s'appelle l'épigénétique. En fait, l'épigénétique nous explique comment ce que nous vivons peut influencer le fonctionnement de nos gènes. Alors, ça ne va pas venir remanier notre ADN, mais ça va venir, les vécus, ce qu'on va vivre va venir remanier la façon dont nos gènes vont s'exprimer. Je vais vous dire ça de façon bien plus simple, ne paniquez pas. Ce que la personne va vivre de traumatique, la souffrance, je répète, je reformule, ça laisse des traces biologiques dans les gènes, notamment dans la façon dont ils vont s'exprimer. Et ça influence nos réactions, nos pensées, nos comportements. Et c'est vraiment l'environnement qui va influencer comment nos gènes s'expriment. Je vais vous donner un exemple. Et ce que je n'ai pas précisé, ces traces-là biologiques qui vont rester chez l'ancêtre, qui vont exister chez l'ancêtre, seront transmises à la génération suivante, etc., etc. Donc, ce n'est pas seulement une question de j'ai vu, j'ai entendu, donc je fais la même chose. Il y a des traces biologiques. C'est vraiment dans nos gènes que ça laisse des traces et ça nous transmet aussi un certain nombre de choses. Ce ne sont pas les souvenirs, hein, mais vraiment une façon de faire. Je vous donne un exemple. Un parent a vécu un traumatisme grave, par exemple, il a connu la guerre. Ce traumatisme-là a modifié l'expression de ses gènes. Les gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la réponse à la peur et au stress. En gros, cette personne-là aura tendance à avoir plus peur, aura tendance à avoir plus d'anxiété
et des pensées, des émotions et des comportements en lien avec tendance à l'anxiété, à la peur. Et puis, cette personne-là fait un enfant. Alors, il est probable, fortement probable, que cet enfant va naître avec un système d'alerte plus sensible que d'autres enfants qui n'auraient pas eu un parent qui a vécu la guerre. Donc, ça veut dire que ces enfants-là vont réagir plus fortement au danger alors qu'ils n'ont pas vécu le trauma de guerre. Ils vont fonctionner comme s'ils avaient eux-mêmes vécu la guerre et donc être anxieux, être stressés, avoir peur facilement. Ils vont vivre comme si le monde était complètement hostile, comme si la guerre existait actuellement. Donc avec cet exemple-là, je vous laisse un peu réfléchir et transposer d'autres situations. Vous voyez comment c'est fort, c'est puissant. C'est-à-dire que la chose est vraiment marquée dans les gènes. Ça se transmet biologiquement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise même pas. Et puis, bien sûr, si cet enfant-là a vu vraiment concrètement son parent agir avec de l'anxiété, de la peur, ça va favoriser. Mais on peut imaginer que cet enfant-là, pour X ou Y raison, finalement, il grandit avec une tati ou il est placé en famille d'accueil, par exemple, il ne connaît pas son parent qui serait décédé. Bon, je prends une situation extrême, mais pour vous faire comprendre, donc il n'aura jamais vu son parent. Et pourtant, admettons que vraiment à la naissance, il n'ait pas pu vivre avec son parent, cet enfant-là va fonctionner de la même façon. Parce qu'en fait, c'est resté, c'est inscrit dans ses gènes et dans la façon dont vont fonctionner ces gènes. Alors, retenons que l'environnement, en particulier le stress précoce, peut laisser une empreinte biologique durable qui sera transmissible sur plusieurs générations. Je vous donne un autre exemple qui est un vrai exemple parce que c'est à partir de ces expérimentations-là que les chercheurs ont mis en évidence ce que je vous dis là. En fait, ils ont créé une situation, ils ont conditionné des souris. Ils ont, ce qu'on appelle conditionner, c'est qu'ils ont entraîné les souris à avoir peur d'une certaine odeur. C'est-à-dire que quand il y avait une certaine odeur, même si ce n'était pas une mauvaise odeur, hein, on va imaginer ça pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, il y avait une odeur de rose. Eh bien, quand il y avait cette odeur de rose-là, les chercheurs donnaient une petite décharge électrique aux souris à chaque fois. Ce qui fait que le cerveau a associé l'odeur de rose au danger. Et donc, ça a créé chez eux une peur, de l'anxiété, dès qu'ils sentaient l'odeur de rose. Ensuite, on a fait ces souris faire d'autres bébés, en fait, faire des bébés. Et ces bébés-là qui n'ont jamais été exposés à l'expérience de conditionnement, on se rend compte que les enfants de ces souris-là, et même les petits-enfants des premières souris, qui n'ont jamais été exposés ni à l'odeur de rose, ni au choc électrique associé, ont une grande sensibilité à l'odeur de rose. Donc, ils n'ont pas dit rose, hein. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Et dès qu'ils sentent l'odeur de rose, ils réagissent avec peur. Je vous dis bien, ce sont les enfants et les petits-enfants qui n'ont jamais connu cette situation. Donc, on voit comment ça se transmet et donc les chercheurs disent que c'est la même chose pour nous, êtres humains. Et les études sont encore en cours, hein, elles vont bon train et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on va encore découvrir. Alors, pour ces souris-là, ce serait à la base le grand-père qui aurait vécu le trauma là, par rapport à l'odeur de rose et finalement, le fils puis ses enfants seront porteurs du traumatisme et plus précisément des conséquences du premier traumatisme. Et d'ailleurs, ces souris-là vont développer des neurones olfactifs, c'est-à-dire au niveau de l'odorat, plus sensibles, plus importantes aux odeurs. C'est comme si leur cerveau s'était
câblé pour pouvoir sentir encore mieux que toutes les autres personnes et pouvoir comment dire ça, détecter le plus rapidement possible cette menace qu'est l'odeur de rose. Et c'est la même chose chez nous, êtres humains. Donc, je pense que là, ça fait réfléchir certaines personnes. Moi, ça m'a fait réfléchir dans mon histoire, dans mon vécu, quand j'ai appris cela. Des fois, on est plus sensible à certaines choses et ce n'est pas anodin, en fait. Ce n'est absolument pas anodin. Donc, je synthétise et j'ajoute d'autres éléments que vous puissiez suivre ce cheminement, cette réflexion-là. En ce qui concerne nous, êtres humains, quand il y a eu un traumatisme chez les ancêtres, chez les descendants, on peut retrouver par exemple de la vulnérabilité à l'anxiété ou de la dépression, pour parler de maladie mentale, de stress post-traumatique. C'est vraiment l'ensemble des symptômes qu'on va développer suite à un traumatisme, un psychotraumatisme qu'on n'aura pas forcément vécu, comme je vous disais, des comportements d'évitement, ou d'hypervigilance. Hypervigilance, c'est vraiment cette façon de surréagir, ou encore de l'impuissance, de la soumission. Et on peut voir ça aussi se manifester dans des schémas relationnels, la façon dont on sera en relation avec les autres, en relation avec le sexe opposé. Et puis, il faut savoir qu'il y a un versant qui concerne vraiment la maladie physique. Il y aura certaines maladies aussi qui vont se retrouver. Mais c'est vrai que ce versant-là, je ne vais pas l'aborder parce que ce n'est pas mon domaine. Je vais rester beaucoup plus sur le psychologique, même si le tout est lié. Mais voilà, je préfère accentuer cet aspect-là que moi, je maîtrise et qui est de mon domaine. Et donc, toutes ces choses-là qui seront transmises à la génération suivante vont amener à certains faits, certaines choses, certaines situations qui se répètent. Souvent, c'est ce qui va nous interpeller. On va voir certaines choses se répéter, certains faits, mais derrière ces faits qui se répètent, il y a tout ce que je viens de vous dire. C'est toutes ces choses-là qui se sont transmises qui vont, par interaction, favoriser certaines choses. Par exemple, dans une famille, on va voir que le divorce se répète, les violences se répètent, les conflits familiaux se répètent. Et je pourrais mieux vous expliquer ça dans d'autres podcasts. Tout ça pour vous dire que des fois, on va voir des choses se répéter dans une lignée, mais derrière la répétition de ces choses-là, c'est-à-dire des faits marquants, il y a surtout des façons de penser, des façons de ressentir, des comportements derrière qui, par interaction, vont mener à certains faits. Si ça ne vous paraît pas clair, pas de panique, on va revenir sur cela dans nos prochains podcasts. Il faut savoir que l'épigénétique n'explique pas tout, en effet, parce que on va voir que ce qui se passe dans les gènes interagit vraiment avec ce qu'on va voir, ce qu'on va vivre, et que c'est justement notre environnement qui influence l'expression de nos gènes. Et je m'avance un petit peu, déjà en vous faisant un petit peu de teasing. Il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. En travaillant justement tout cela, en travaillant notre environnement, certaines choses de l'extérieur, on peut travailler la façon dont nos gènes vont s'exprimer, soigner en fait ce qui a été transmis d'un point de vue biologique. Et l'épigénétique, c'est vraiment une science intéressante parce qu'elle vient aider, en tout cas il faut vouloir le voir comme ça, parce que je ne sais pas tous les collègues qui le voient comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je vois. Ça vient vraiment compléter ce que d'autres disciplines avaient déjà observé, c'est-à-dire comme la psychanalyse, la psychogénéalogie, donc c'est vraiment s'intéresser à la généalogie et aux transmissions transgénérationnelles. En fait, ces sciences-là, même si on ne les considère pas comme des sciences à proprement parler, les professionnels de l'époque avaient déjà repéré qu'il y avait des répétitions en fait dans les lignées familiales. Et à cette époque, il n'y avait pas encore toutes ces sciences, et notamment l'épigénétique, pour pouvoir appuyer, en tout cas ajouter des éléments de compréhension. Donc, c'est vraiment... La recherche nous aide à mieux comprendre des choses, et notamment sur ce sujet que nous abordons, ce que nos histoires familiales nous lèguent.
ce premier épisode était vraiment une première introduction. J'espère que vous aurez pu saisir les informations les plus importantes pour vous, pour qu'on puisse poser déjà les bases. Et avant de finir, je vais vous quitter avec un certain nombre de questions qui pourront vous aider à ce cheminement, à cette introspection, à peut-être à vous aider à répondre à ce besoin de comprendre des choses sur vous. Ok, donc je vais vous laisser ces quelques questions et puis je vais vous laisser ensuite et on se retrouvera rapidement pour notre prochain podcast sur ce thème-là. Alors déjà, c'est important de voir, de savoir si vous avez connu déjà vos parents, parce que des fois ça peut arriver qu'on ne les connaisse pas, vos grands-parents, même vos arrière-grands-parents, les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grandes-tantes, et vous demandez qu'est-ce que vous savez d'eux, en fait, qu'est-ce que vous savez de leur histoire de vie. Et si vous ne savez pas, est-ce que vous avez l'opportunité de le faire, qu'il y a encore des personnes qui peuvent en parler ou bien ces personnes-là sont là, ça peut être l'occasion de leur poser certaines questions. C'est vrai que c'est pas simple comme démarche, mais elle peut être intéressante. Comment sont et étaient les relations intrafamiliales entre les frères, sœurs? Comment ça se passe en fait les relations? Est-ce que c'est plutôt conflictuel ou pas? Dans votre lignée familiale, et je dis votre lignée, normalement il y a la lignée maternelle et paternelle, hein? Donc je dis votre, mais pensez aux deux lignées, si vous pouvez vous renseigner. Dans la lignée familiale, est-ce que ce sont plutôt des familles où les personnes sont mariées, ou plutôt des familles monoparentales, des familles recomposées? Essayez de voir comment ça se passe. Est-ce que les personnes restent mariées? Est-ce qu'elles divorcent ou se séparent? Est-ce que tout en restant mariée, ça veut dire que tout se passe bien ou non, elle reste mariée, mais à l'intérieur du mariage, il y a plein de choses qui se passent qui sont complexes. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il y a eu des décès brutaux par accident dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des maladies graves, chroniques? Est-ce que ça s'est répété? La consommation de drogue, l'alcoolisme, et puis de façon plus précise, et c'est vrai que là on touche les choses beaucoup plus lourdes. Est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles, de l'inceste? Est-ce qu'il y a des secrets, des choses que vous avez apprises après, ou vous sentez aussi, est-ce que vous sentez qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, qu'on en parle peu, ou ce sont un peu des sujets tabous? Et puis, des questions encore plus larges qui ouvrent un peu plus la réflexion. Est-ce qu'il y a des parcours de vie qui se répètent dans la lignée familiale? Qu'est-ce qui a pu influencer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de vivre vos émotions, ou pas? Parce que des fois, justement, on ne vit pas ces émotions et c'est déjà un signe. Qu'est-ce qui a pu influencer vos comportements, votre façon d'être dans vos relations interpersonnelles, dans vos relations avec le sexe opposé? Est-ce que vous-même, vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie? Ça peut être déjà des indicateurs que plus haut dans la lignée, il y a peut-être des choses en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui. J'espère que toutes ces questions pourront vous aider à réfléchir et soit commencer ou poursuivre la compréhension de qui vous êtes, de votre rôle, votre place dans votre lignée, et puis déjà faire un état des lieux. La prochaine fois, nous allons continuer sur cette thématique et nous allons nous intéresser à une histoire de la Bible qui va nous permettre d'illustrer et puis de continuer à réfléchir sur ce thème que nous abordons, ce que nos histoires familiales nous lèguent. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.